Combien d'entre vous ici réalisent qu'ils font probablement partie de l'une des dernières générations d'humains à cohabiter avec des grands singes, des éléphants, des rhinocéros, des fauves? Combien parmi vous ont pris conscience que d'ici la fin de leur vie, tous ici, l'intégralité de nos océans sera probablement vidée de ces poissons? Pour ceux qui ont des enfants, combien ont entrepris de leur dire de bien regarder les oiseaux, les insectes, les poissons, les amphibiens, car ils sont tous en train de disparaître à une vitesse vertigineuse? Ces questions sont lourdes, pesantes, mais c'est notre réalité. Avez-vous remarqué comme les médias, journaux, radios, télé, ont tendance à euphémiser les causes de cette tragédie? On parle d'extinction des espèces, d'effondrement du vivant, de disparition de la biodiversité, un peu comme si les causes n'en étaient pas bien établies, un peu comme si les animaux disparaissaient tout seuls. Or, nous savons tous ici l'implacable réalité. Nous sommes, nous, les humains, la principale cause de ce qu'il faut bien appeler une extermination du monde sauvage. Ma conviction, c'est que nous sommes en guerre contre les animaux, depuis toujours. Et que l'ultime bataille que nous leur livrons aujourd'hui pourrait nous être fatale, comme elle pourrait être la dernière chance d'un sursaut de nos consciences pour vivre en harmonie. Parce que nos vies sont liées, sans animaux, nous n'aurons pas de futur. Laissez-moi vous partager ce point de vue. Cet homme derrière moi s'appelait Wayne Lotter. Il était sud-africain. Il a consacré l'intégralité de sa vie à la protection des animaux sauvages, notamment des éléphants en Tanzanie. Wayne Lotter était dans un taxi qui le ramenait de l'aéroport à son hôtel, un peu avant minuit, le 16 août 2017, lorsqu'un véhicule a stoppé le sien. Un homme en est sorti, a ouvert sa portière, l'a abattu de 2 balles. Avec sa fondation, Wayne Lotter avait contribué à l'arrestation d'environ 900 braconniers et autres trafiquants d'ivoire. Il avait bien sûr pour cela reçu de multiples menaces de mort et mises à exécution. Vous vous souvenez aussi probablement de Dian Fossey, assez connue. Elle a eu le crâne défoncé dans la jungle du Congo pour avoir voulu préserver les derniers gorilles des montagnes. George Adamson, lui, s'est fait tuer en défendant les lions au Kenya. Emmanuel de Mérode a eu plus de chance. Tombé dans une embuscade, blessé par balle en 2004, il s'en est sorti. Il continue à veiller sur les derniers grands singes. Paul Watson, bien connu ici, le fondateur de Sea Shepherd, est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international en raison de son engagement en faveur des cétacés. S'opposer à ceux qui traquent les animaux et qui exploitent le vivant peut conduire aux pires extrémités. Mais ce constat n'est pas simplement valable pour les personnalités charismatiques et médiatiques dont je viens de parler. Chaque année, en Afrique, plus d'une centaine de rangers sont tués par des braconniers ou tombent dans l'exercice de leur activité. C'est pour les protéger et lutter contre le braconnage intensif en Afrique que mon ami Serge Lopez a créé l'ONG française Wildlife Angel. J'ai l'honneur et la chance d'en être le vice-président depuis maintenant sa création. La réalité que vivent nos équipes opérationnelles sur le terrain est effroyable. À ceux qui traquent les animaux, désormais à coups d'hélicoptère, de grenades, de kalachnikov, et ils n'hésitent plus à tuer tous ceux qui s'interposent sur leur chemin. Nous sommes bien en situation de guerre totale. Le trafic d'animaux sauvages est devenu l'une des principales sources de financement du crime organisé. Depuis 15 ans, 1 million de pangolins ont été tués pour leur chair ou leurs écailles. Chaque année, 20 000 éléphants sont massacrés pour leur ivoire. Un rhinocéros tombe toutes les 8 minutes pour sa corne. On parle beaucoup des requins à La Réunion. 11 500 d'entre eux sont capturés toutes les heures dans les océans du monde pour leurs ailerons. Le trafic, bien que surmédiatisé, n'est pas la principale cause de cette hécatombe des animaux sauvages. Dans cette guerre, il y a de multiples fronts. Vous connaissez tous l'agriculture intensive, l'étalement urbain, la construction d'infrastructures, la surpêche, les pollutions diverses et bien sûr le réchauffement climatique. Tout cela, nous y contribuons et tout cela contribue à détruire de plus en plus
la biodiversité et les animaux qui la composent. Même dans les endroits les plus vierges de présence humaine, ici par exemple à La Réunion, à 3500 km au sud, dans les terres australes françaises, le changement global provoqué par l'homme aura décimé en 30 ans 90% de la plus grande colonie de manchots royaux du monde. Cette guerre est bien une guerre totale. Et nous en sommes tous ici les complices. Nous en sommes les héritiers, car cette guerre ne date pas d'hier. Nous avons tendance à idéaliser le peuple premier et à considérer qu'il vivait en totale harmonie avec la nature. Or, les chasseurs-cueilleurs ont été les premiers à déclencher cette guerre contre la nature. Il y a 50 000 ans, vivaient en effet sur Terre gigantesques oiseaux, herbivores géants, mammifères exceptionnels, marsupiaux et tortues. Puis sont arrivés les aborigènes, les Amérindiens, les tribus d'Asie centrale, qui, malgré une technologie rudimentaire, ont marqué de leur empreinte l'ensemble des continents. Ils ont décimé l'ensemble de cette faune, bouleversé la flore en profondeur, modifié le climat. Le mythe écologiste du bon sauvage, gardien de la nature, n'a aucun fondement. L'humain est en fait l'espèce invasive ultime. Et toute espèce invasive prospère dans un milieu où elle ne rencontre plus de prédateurs. Or, nous n'avons plus de prédateurs. Nous avons même réussi à maintenir à distance les derniers virus et bactéries qui pourraient nous nuire. Notre expansion n'a plus d'autre limite que celle de la planète. Après avoir conquis les terres sauvages, nos ravages s'étendent dorénavant à nos plaines, à nos montagnes, à nos campagnes. Ces 30 dernières années, 80% des insectes ont disparu de nos campagnes, un tiers des oiseaux, autant d'amphibiens. De ces disparitions d'animaux, de cette 6e extinction démarrée il y a 50 000 ans, nous sommes donc bien les coupables héritiers, mais aussi les complices, ici et maintenant. Bien sûr, nous ne nous nourrissons plus de mammouths au quotidien, nous ne tuons plus autant de bisons pour nous vêtir de leur peau, ni même ne massacrons les baleines pour éclairer les rues grâce à leur graisse, mais nous avons fait pire pour perpétuer l'œuvre de nos ancêtres. Nous avons industrialisé l'extermination du vivant. Notre art de la guerre, mis en œuvre il y a 10 000 ans, est sans cesse amélioré depuis, la domestication. Nous sommes passés du loup au chien, de la vache, de l'auroch à la vache, du sanglier au cochon. Nous avons bouleversé des lignées, modifié des gènes. Nous avons transformé par sélection artificielle les animaux pour hausser leur niveau de productivité, de viande, de lait, pour diminuer leur agressivité, pour augmenter leur taille, pour favoriser leur résistance aux maladies. Nous avons construit des fermes-usines et des abattoirs géants. Et les animaux sont devenus nos éternels prisonniers de guerre. Nous leur avons assigné une fonction, mourir pour nous nourrir. Chaque année, notre alimentation planifie la mort de plus de 60 milliards d'animaux terrestres et de plus de 1000 milliards de poissons. Rien qu'en France, nos traditions culinaires coûtent la vie chaque jour à 50 millions d'animaux. Ces chiffres dépassent l'entendement. L'élevage et la pêche génèrent plus de morts en une semaine que l'ensemble de toutes les victimes humaines de toutes les guerres de l'histoire de l'humanité. Nous sommes d'impitoyables terminators. Nous ne représentons que 0,01% de la biomasse terrestre, mais nous sommes parvenus à éradiquer 83% des mammifères. Il ne reste aujourd'hui sur Terre qu'entre 3 et 4% de mammifères sauvages. 3/4 de tous les oiseaux du monde sont des volailles d'élevage. 2/3 de tous les mammifères sont du bétail. Vaches, cochons. D'ici quelques années, peut-être 1 ou 2 décennies, un peu plus peut-être, le dernier plus gros mammifère sur Terre sera une vache. Sélectionnée, peut-être clonée, en tous les cas vouée à l'abattoir. Nous aurons réussi à éradiquer sur une échelle de temps dérisoire des centaines de millions d'années d'évolution. Cette guerre contre les animaux
est totalement absurde, injuste et immorale. Cette guerre contre les animaux est absurde car elle se retourne contre nous. Depuis le 19e siècle, grâce aux travaux d'Alexander von Humboldt, nous connaissons les grandes lois de l'écologie. Nous savons que la force et la vitalité d'un écosystème reposent sur sa diversité, que toutes les espèces sont interconnectées et qu'il existe une limite à la capacité de charge d'une planète aux ressources finies. L'histoire de la vie sur Terre est celle de la multitude d'interactions qui existent entre toutes les espèces qui la composent. En négligeant notre interdépendance avec la nature, en nuisant ainsi à la fonctionnalité des écosystèmes qui supportent la vie, cette guerre aussi est totalement injuste, car nous savons aujourd'hui que les animaux sont des êtres sentients. Comme nous, ils éprouvent de la peine, de la joie, de la douleur, de l'empathie, et surtout, ils n'ont pas envie de mourir. Nous ne pouvons plus nier ce que nous dit la science. Entre l'homme et l'animal, il n'existe pas une différence de nature, simplement de degré. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. De nombreuses recherches ont démontré qu'entre l'homme et l'animal existaient de très nombreuses similitudes en matière de cognition, de rapport à leur environnement, de perception du monde, et qu'en fonction de leurs espèces, certains animaux étaient doués de facultés mentales et d'une conscience exceptionnelle. On sait par exemple aujourd'hui, et c'est prouvé, que les vaches aiment résoudre des énigmes, que les porcs peuvent apprendre à se laver, que les poissons ont de la mémoire ou que les poules savent calculer. À partir du moment où on sait ça, comment pouvons-nous supporter d'envoyer nos semblables à l'abattoir et de les manger? D'autant plus que nous n'avons plus besoin de leur chair pour nous nourrir. C'est prouvé, au moins en Occident. Enfin, cette guerre est totalement immorale, car nous traitons les animaux comme des objets au service des humains. Or, ils ont une valeur intrinsèque, indépendamment des services qu'ils nous rendent. Disposer de leur vie comme bon nous semble constitue un déni de leur existence. Non, décidément, il devient insupportable de traiter les animaux comme nous le faisons, qu'ils soient domestiques ou qu'ils soient sauvages. Nous nous devons de mettre fin à absurde, immoral et injuste, à la fois par intérêt bien compris, comme par sens de l'éthique, ou tout simplement par humanité. Que faire? Eh bien, la première chose que nous pouvons faire, c'est d'être cohérents. Du moment où on a pris conscience de cette tragédie qui nous entraîne tous collectivement vers l'impasse, ne plus supporter d'accepter cette souffrance et cette exploitation. Il y a quelque chose de très simple que chacun d'entre vous peut faire du jour au lendemain et qui peut faire une énorme différence. Arrêtez tout simplement de manger de la viande. C'est ce que j'ai fait il y a quelques années, comme des centaines de millions d'autres hommes et de femmes sur cette planète, végétariens ou végétaliens, et qui ne s'en portent pas plus mal, bien au contraire. Il y a un deuxième effet qui se coule à ça. Refuser de fuir notre conscience a un impact massif sur la réduction de notre empreinte écologique. Il faut y penser. La deuxième chose que nous pouvons faire, c'est d'essayer d'en convaincre nos proches, leur donner à réfléchir, discuter avec eux, leur ouvrir les yeux sur cette tragédie dont nous sommes les coupables héritiers et les complices. Bien sûr, c'est très compliqué. Ça renvoie à une certaine forme de dénonciation, ça crée du malaise, certains le prennent violemment, on remet en cause leur intimité, leur rapport à la convivialité, ce qu'ils aiment partager avec leurs amis, leur famille, voire même leurs traditions. Je comprends, mais il faut dorénavant changer nos imaginaires si nous voulons nous sauver de nous-mêmes. La troisième chose que nous pouvons faire, c'est nous engager contre ce système qui exploite, opprime et tue l'ensemble des écosystèmes qui nous sont indispensables. Nous engager contre l'industrie agroalimentaire, contre les abattoirs, contre la chasse, contre le braconnage, contre le trafic. C'est violent, ça sera difficile, l'arsenal répressif sera de plus en plus fort pour préserver le système et l'ordre établi, et nous avons dorénavant besoin d'éco-warriors. Enfin, la quatrième chose que nous pouvons faire, c'est rêver. Rêver d'un monde où la cohabitation avec les animaux ne se solde pas par un massacre. Rêver d'un monde où de nouvelles règles puissent être établies pour vivre en harmonie. Ce monde, Will Kymlicka et Sue Donaldson l'ont imaginé dans leur œuvre, que je vous conseille de lire, qui s'appelle Zoopolis. Dans cette œuvre, ils proposent d'étendre les droits humains aux animaux, en conférant par exemple une certaine forme de citoyenneté aux animaux domestiques,
C'est beaucoup moins inimaginable qu'il n'y paraît, et c'est drôlement excitant pour repenser un modèle totalement obsolète. Le rêve d'Edward Wilson. Cet autre écrivain a rédigé un ouvrage qui s'appelle Half Earth, où il suggère de réserver, sanctuariser d'une certaine façon, la moitié des terres de cette planète pour les animaux sauvages, leur permettant ainsi de préserver la fonctionnalité des écosystèmes qui garantissent la vie pour tous. Charles Darwin nous a enseigné que l'homme et l'animal avaient des origines communes. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres êtres vivants, nous sommes parmi eux. En revanche, nous avons une faculté unique, celle de réfléchir, de produire des abstractions, d'imaginer des concepts. Cela ne nous rend pas plus intelligents ni supérieurs, une fois de plus, mais cela nous oblige vis-à-vis de nous-mêmes et nous donne une responsabilité particulière vis-à-vis des autres êtres vivants sur cette planète. Nous avons su nous attaquer au sexisme, à l'esclavagisme, au racisme. Il est plus que temps de mettre un terme à la plus grande entreprise d'oppression et d'exploitation de tous les temps, le spécisme. Cette idéologie qui stipule la supériorité de l'espèce humaine sur toutes les autres. En guise de conclusion, je paraphraserai cette phrase d'Hubert Reeves. Nous menons une guerre contre les animaux. Si nous la gagnons, nous sommes perdus. Merci.